Et donc, je vois mon fils qui tombe, entre guillemets, mais gentiment, entre mes jambes. Et là, oh, mais l'extase, quoi. Le shoot d'hormones, je pense au max de ce qui puisse être. Euh, Ça y est, quoi, je l'ai fait. Je pense que ton podcast n'a jamais aussi bien porté son nom que pour mon histoire, parce que franchement, j'ai kiffé mon accouchement. C'était le kiff. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast et cette semaine, je reçois Camille, une participante de la team de 2021, qui va me partager le récit de son accouchement. Et c'est super intéressant parce qu'on voit toute sa préparation mentale, tout ce qu'elle a mis en place pour vraiment kiffer son accouchement. Concernant la team, mon accompagnement de groupe pour celles qui veulent accoucher sans péridurale, je tenais à vous informer, si vous n'avez pas vu passer l'information sur Instagram, que je vais bientôt arrêter cet accompagnement pour des raisons personnelles. Donc, si tu écoutes cet épisode de podcast, on est à peu près en fin janvier 2025 et que tu accouches entre mars et juillet 2025, tu peux encore t'inscrire à la team Mon accompagnement de groupe où je te partage plein d'informations pour vraiment préparer ton mental pour aller le plus loin dans ton projet. Tu vas aussi rejoindre une communauté de femmes, de 10 femmes par groupe, qui savent que c'est possible d'accoucher sans péri et qui vont vraiment pouvoir te donner toutes les informations, le soutien et la confiance. Si tu ne souhaites pas rejoindre la team ou si la team a déjà fermé ses portes d'ici là, sache que je continuerai mes épisodes de podcast et que tu auras aussi toutes les informations dans mes 3 programmes vidéo qui sont Le savoir, c'est le pouvoir, Reprendre le pouvoir sur son accouchement et Kiffe ton projet de naissance où je te partage plein d'infos et je te mettrai le lien en description de cet épisode pour que tu puisses avoir toutes les informations. Et je vais également reprendre les rendez-vous en individuel d'ici quelques jours. Donc, ça peut être aussi une solution si tu veux que je t'accompagne et que je te partage un maximum d'informations. Je te laisse écouter tranquillement cet épisode de podcast et je te dis à très bientôt. Eh ben bonjour Camille, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie de te retrouver. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter rapidement? Hello Amandine, bah, je suis ravie d'être là. Merci à toi. Donc moi, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je suis mariée, en couple depuis 15 ans avec mon chéri. On a un petit garçon qui fête aujourd'hui même ses 3 ans. Top. C'est presque symbolique finalement d'enregistrer cet épisode de podcast pour les Franchement, 3 ans de ton fils. c'est exactement ce que je me suis dit ce matin. Je me suis dit, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. C'est hyper symbolique. Ouais. Alors toi, en fait, tu as eu un premier accouchement qui a été... tu as accouché à la maternité, ton accouchement a été somme toute rapide et tu as accouché sans péridurale. Et moi, je t'ai invité aujourd'hui justement pour que tu puisses montrer aux femmes qu'un premier accouchement, c'est pas forcément long, compliqué et que c'est possible d'accoucher sans péri. Mais avant que tu nous racontes justement ton accouchement, est-ce que tu voudrais me dire un petit peu la vision que tu avais de l'accouchement avant de tomber enceinte? Comment est-ce que tu envisageais ce moment-là? Bah en fait, ma grossesse se passait super bien. Je partais à la maternité. On me disait quoi faire. Je m'allonge, les pattes sur les étriers. Et puis, c'est parti. Pousser madame. Ah, ça y est, c'est un beau bébé. Tout va bien. On rentre chez soi et c'est parti, quoi. Comme une très, très grande majorité de femmes, voilà, je me suis jamais posé de questions, en fait. Tu t'es un peu laissé finalement prendre en charge, un peu guidé par ce qui se passait, tes rendez-vous mensuels, t'as 3 échographies, t'as les préparations à la fin de l'accouchement, t'arrives à la maternité, on va te dire quoi faire et hop, ça y est, c'est fini quoi. Voilà, ça, c'était l'idée et l'image que j'avais, on va dire, les premières semaines, voilà. Et c'est en commençant à écouter les audios de femmes qui racontaient leur grossesse, leur accouchement, que je me suis dit, waouh, mais en fait, il existe un monde inconnu, et c'est rentré comme ça, en fait. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage, comme ça, de toutes les possibilités qu'il existait dans l'environnement de la grossesse et de la maternité, en fait. Ouais, c'est marrant ce côté de dire on découvre un monde. Moi, je sais quand j'ai fait ma formation, je me suis dit, mais waouh, j'ai poussé une porte et il existe un autre monde dont personne ne parle. Et c'est juste fascinant parce que je trouve qu'en plus, c'est souvent un monde, bah, la physiologie qui est quand même vachement plus rassurant que ce qu'on voit à la télé. Donc, c'est une sacrée découverte, quoi. Et quand tu as découvert tout ça, justement, est-ce qu'il y a un moment, c'est venu, j'imagine, ébranler un peu finalement ta vision que tu avais de l'accouchement, tes croyances, le fait que tu arrives, on te pose une péridurale, on t'accouche, entre guillemets. Comment est-ce que tu es arrivé à cheminer et à être OK avec cette vision? Parce qu'il y a des femmes, des fois, qui c'est super angoissant, en fait, de se dire, oh là là, mais accoucher à 4 pattes sans péri, c'est pas du tout pour moi. Voilà, qu'est-ce que tu as fait pour cheminer et adhérer finalement à cette vision?
Alors, c'est surtout mon passé, en fait, je pense, qui est venu en, pas en contradiction, mais qui est venu vraiment renforcer cette vision, malheureusement aujourd'hui alternative. C'est que moi, j'ai eu un passé médical assez chargé, j'ai eu énormément d'examens médicaux étant jeune. Voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis de santé, notamment hormonaux, etc. Donc, en fait, j'ai eu des batteries de tests, des prises de sang à n'en plus finir, des hospitalisations, etc. Et en fait, je me suis dit, la médecine, j'en ai eu plus qu'il n'en faut dans ma vie. Et en fait, je n'en veux pas pour cette tranche de vie-là. J'ai eu notamment une ponction lombaire qui m'a laissé un trauma, je pense qu'on peut le dire comme ça. Je l'ai jamais traité en psychologie, mais je pense que c'est un trauma. Et en fait, une angoisse dingue à l'idée qu'une aiguille s'approche de mon dos. La question, c'était de se dire, ouais, mais la péri, c'est une aiguille dans le dos. Et en fait, c'est parti de là. Donc, j'étais pas forcément attirée par la naissance physio. Je m'étais pas renseignée là-dessus. Mon idée, c'était pas de vouloir accoucher à la maison seule ou même accompagnée d'une sage-femme en AAD. C'était juste, je veux pas de péri en fait. Je veux pas de péri, pas pour la douleur, pas pour tout ça. Je veux juste pas de péri pour pas qu'on approche une aiguille de mon dos. Et en fait, c'est parti de là. Et en partant de là, en fait, bah, très très vite, tout s'est enclenché où je me suis dit, bah, si tu veux pas de péri, ma cocotte, en fait, il va falloir faire sans. Et qu'est-ce qu'il existe comme alternative pour faire sans? Et voilà. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, très rapidement, avant même ma première écho, en fait, je savais que j'accoucherais sans péri. Ok, donc Voilà. ça a été rapide quand même ce cheminement. Donc premier écho, Hyper troisième rapide. mois. Très rapidement, tu as Hyper rapide. basculé de l'accouchement limite, c'est baby boom, je me laisse faire, à ok, je veux pas de péri. Je pense que ce switch s'est fait en même pas une semaine parce qu'en fait, à partir du moment où je me suis dit, il n'y aura pas de péri, tout de suite, j'ai mis les choses en place et tout de suite, en fait, j'ai compris que sans péri, ça voulait dire physiologie. Et donc, bah là, en fait, l'info, après, quand tu commences à chercher, quand tu sais quoi chercher, en fait, bah, tu trouves de l'info. Et en fait, après, ça va très vite. Tu engranges énormément d'informations. Et donc, du coup, direct, bah, je me suis dit, bah, il me faut une sage-femme qui va m'accompagner. Déjà, je voulais pas de gynéco. Évidemment, avec le nombre de médecins que j'ai vus dans ma vie, je me suis dit, j'ai pas besoin d'un gynéco cette fois-ci, je suis pas malade, en fait. Et j'ai choisi d'avoir une sage-femme pour un accompagnement global. Donc, c'est-à-dire qui m'accompagne pendant toute la grossesse et qui va suivre aussi pendant les premières semaines de vie mon fils à domicile. C'est peut-être aussi le fil rouge de l'histoire, c'est qu'en fait, tout est allé très vite. Très vite, j'ai choisi que j'aurais pas de péri. Très vite, j'ai choisi que j'aurais une sage-femme en libéral pour un accompagnement global. Et en fait, très vite, je me suis dit, non, mais en fait, je veux accoucher à la maison. Et ben en fait, des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile, Il n'y en a pas des ben, masses. il y en a très, 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 très peu. Et donc, du coup, moi, ma sage-femme m'a dit, bah non, mais en fait, vous trouverez pas de sage-femme qui va vous accompagner sur un AAD. Elles sont full, quoi. Oh. Comment t'as rebondi justement quand tu t'es dit, ok, là, je partais carrément vers un accouchement à domicile, bah c'est pas possible, donc il faut que je m'inscrive dans une maternité. Comment t'as choisi ta maternité? On a un hôpital qui est à côté de chez nous, qui est à 7 minutes. Je commence à me renseigner. Je m'étais dit, en fait, encore une fois, comme beaucoup, bah, on va aller au plus proche, en fait. C'est situation géographique, hein. Je vais pas faire 1 heure de route pour aller choisir une maternité. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que cet hôpital et cette maternité vraiment ont correspondu à ce dont j'avais envie et à ce dont j'avais besoin. Donc là, c'est la chance et le hasard, je pense, mais voilà, c'était OK, l'environnement était sain, ils avaient une salle nature, parce que du coup, bah, si pas d'AAD, au moins une salle nature. Donc voilà, le choix de la maternité s'est fait en priorité par la question de la géographie, et elle s'est confirmée parce que le feeling était bon et que ça correspondait à ce dont j'avais envie. T'avais déjà quand même les connaissances pour te dire que fallait pas choisir sa maternité uniquement sur la proximité, mais qu'il fallait quand même aller se renseigner, voir si ça allait coller avec ton projet. Bah, en fait, avec les infos que je récoltais petit à petit, justement, de par ton compte Insta, parce que ça a été un des premiers outils que j'ai découvert et que j'ai utilisé, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est moi qui vais choisir. Et ça, très, très vite, en fait, euh, c'est moi qui décide, en fait. C'est moi qui accouche, c'est moi qui suis enceinte, c'est moi qui décide. La seule et unique personne potentiellement qui peut avoir son mot à dire, c'est mon conjoint. Il n'y a personne d'autre, en fait, qui a un avis à donner et une décision à prendre pour moi
pour mon bébé ou pour mon conjoint. Donc en fait, partant de là, ça a été assez clair et assez cash avec toutes les personnes que je rencontrais, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, les super conseils, les cons conseils. Voilà. Voilà, rapidement, en fait, enfin, je mettais des stops aux gens parce qu'en fait, je te demande pas ton avis, je te demande pas la permission, je te demande pas ton autorisation. Enfin, moi, je suis là ravie de pouvoir transmettre de l'information, mais par contre, je te demande pas une quelconque approbation. Donc en fait, voilà, moi, rapidement, si j'avais dû changer de maternité, j'aurais changé de maternité. Si j'avais dû changer de sage-femme, j'aurais changé de sage-femme. Enfin, en fait, très, très vite, quand on met le doigt dans l'engrenage de l'information, on comprend que la règle numéro une, c'est que en fait le choix est libre. Et en fait, partant de là, quand on a compris ça, ben, on a compris tout le reste en fait. C'est que si j'ai pas dit oui, ça veut dire que c'est non. Et je trouve que ça Et change si, toute la posture, justement, quand mais ça on change, comprend mais ça. ça change tout. Et moi, ça a changé, ça a vraiment tout changé, mais même encore aujourd'hui. Et c'est, je pense, quelque chose de très, très important, en fait. Le consentement, c'est pas que dans le cadre d'une relation intime, c'est pour tout, en fait. Et c'est aussi applicable aux femmes enceintes, Surtout aux femmes enceintes. surtout aux femmes enceintes. Donc, du coup, voilà, moi, rapidement, j'ai posé le cadre, en fait, et c'était comme ça et pas Mm. autrement, en fait. Ok. Donc là, on comprend bien en t'écoutant que ton projet il est clair dans ta tête. Tu as choisi où est-ce que tu voulais accoucher. Comment est-ce que tu t'es préparé justement? Parce que j'imagine que tu es sorti un peu de ce système en te disant, OK, suivi médical, préparation à l'accouchement, tu t'es pas contenté de ça. Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver le jour de ton accouchement en étant le plus informé pour justement pas être prise par cette prise en charge médicale et pouvoir que ça colle au mieux avec ton projet sans péril? D'impliquer le conjoint, le coparent, parce qu'en fait, c'est un outil à part entière. Il était là à tous les rendez-vous, on a fait en sorte que les agendas coïncident, il était là à toutes les échographies. C'était inconcevable pour moi que mon conjoint soit pas là, en fait. Je lui transmettais toute l'info, et l'info, j'allais la chercher bah, beaucoup sur ton compte Insta, hein. J'ai passé de nombreuses heures. Le compte Insta de doula, de personnes qui évoluent dans cet entourage-là, dans cet environnement-là. J'ai lu aussi les lectures recommandées quand on se prépare à un accouchement physio. Donc, j'accouche bientôt, que faire de la douleur, par exemple, La le base. standard, la base. Et surtout, ce qui a fait aussi un gros boom dans ma tête et dans mes convictions, c'est le film Faut pas pousser Mhm. de Nina Nahr. Franchement, pour être honnête, j'ai dû le voir au moins 10 fois. Et même encore maintenant, des fois, quand je me fais des petits pics de nostalgie, je me dis, oh, allez, je me le remets. Et j'adore ce film, et j'adore ce film. Et on comprend dans ce film que la médecine, la maternité et la grossesse, c'est un business. Où chacun veut faire son profil et il y en a qui le font bien, le profil. Oh que oui, oh que oui. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, waouh, il y a un côté sombre, en fait. C'est le côté sombre de ce monde. Et là, en fait, j'étais déjà convaincue, mes choix étaient déjà faits, mais là, je me suis dit, oh, mais c'est encore des arguments supplémentaires, quoi. C'est encore des arguments supplémentaires. Donc, ce film m'a beaucoup aidé. La team m'a beaucoup, beaucoup aidé parce qu'en fait, et encore aujourd'hui, hein, les filles, il n'y a pas, je pense, une semaine ou presque où on n'échange pas. Ça permet de mettre en perspective les choses, d'échanger, de partager l'info, encore une fois. Donc ça a été très bénéfique. Et puis en fait, après, c'était moi, quoi. L'auto-persuasion, l'automotivation, euh, travail d'équipe déjà en amont, en fait. Et moi, je suis convaincue du coup de tout ça. Et que la tête, en fait, fait 95% du job, parce qu'en fait, le reste, c'est le corps qui fait, et le reste, le corps, il sait faire, en fait. Donc, il va le faire tout seul, il n'a pas besoin de moi. Par contre, mentalement, oui. Mm. Donc, le meilleur outil que j'ai eu, c'est mon mental, en fait. Ouais. C'est celui que j'ai le plus travaillé, et en fait, avec ma sage-femme, quand on a commencé à échanger sur les cours de préparation à l'accouchement, euh, elle m'a dit, non, mais de toute façon, vous, on va pas faire du classique, vous en avez pas besoin. Elle dit, par contre, ce qu'on va travailler pour vous, c'est votre lâcher-prise. Ouais. Parce qu'en fait, il va falloir que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Parce qu'elle m'a dit,
le problème, c'est que si ça ne se passe pas comme vous voulez, ça va être la descente aux enfers pour vous et vous allez probablement pas vous en remettre. Et ça a été le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner. Se préparer à ce qu'on veut, c'est bien, mais se préparer à ce qu'on ne veut pas, c'est la clé, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à me préparer à tout ce que je voulais pas. Donc, la pose de la péridurale. Important, non, mais c'est vrai parce que, comme tu disais, t'as fait ton maximum pour pas l'avoir, cette péri. On sent que pour toi, c'est quelque chose d'hyper angoissant, mais peut-être que tu en aurais eu besoin de cette péri. Donc, c'est vrai que comment tu l'aurais Exactement. vécu si tu n'avais pas fait ce travail? C'est ça. Et en Mm. fait, ma sage-femme m'a dit, vous pouvez pas n'avoir qu'un scénario, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs extérieurs que vous n'allez pas maîtriser, que ça se trouve, ce scénario, il va jamais se réaliser. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a fait de la visualisation, on a fait beaucoup de séances sur, voilà, sur comment va se dérouler l'accouchement, comment j'aimerais qu'il se déroule, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe pas bien, s'il y a une urgence, qu'on doit tomber dans le médical, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, de là, j'ai fait mon projet de naissance, non pas dans ce que je voulais, mais dans ce que je ne voulais pas. Ça a été un super outil qui permet de se poser les questions. Et voilà, j'ai clairement dit que je voulais pas de péri. Mais par contre, si j'en voulais une, finalement, le jour J, voilà comment je voulais qu'elle me soit proposée. Si c'était une césarienne, que mon mari soit là. Mm. Donc voilà, tous ces outils-là, pour moi, ça a été le Graal, quoi. Ouais. Toute cette info. Mm. Clairement, le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Ouais, ouais, ça, je fais que le répéter. Ouais. Mais je voulais revenir sur cette partie justement où tu dis que tu t'es préparé à tout ce qui pouvait aussi ne pas se passer comme tu l'avais prévu. Et je trouve ça hyper intéressant parce que moi aussi, c'est effectivement beaucoup de choses que je partage dans la team, mon accompagnement de Mm. groupe et tout, où je leur dis à chaque fois, l'accouchement, il y a tellement de facteurs qui peuvent venir finalement mettre des bateaux dans les roues dans le projet. Nous, en fait, on est responsable, entre guillemets, des 100% qui nous appartiennent. Donc tout ce travail de confiance, d'information, travailler sur le mental. Mais il y a énormément de choses extérieures sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Comment est-ce que notre conjoint va réagir? Les protocoles, la sage-femme, est-ce que notre bébé aussi va être se mettre dans la bonne position et tout? Et c'est vrai que c'est tous ces facteurs-là, tous ces éléments où il faut aussi accepter que on n'a pas le contrôle là-dessus, on n'a pas la maîtrise sur comment va réagir notre conjoint, la sage-femme, le bébé, et aussi préparer ça, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que être focus à 100% sur un projet hyper physio et que tout ne se passe pas comme on l'a prévu, peut-être qu'on prend la péri, peut-être qu'on va avoir une césarienne, comment est-ce qu'on va le vivre ça? Donc envisager tous les scénarios, je pense que c'est effectivement la clé d'une très bonne préparation, parce que c'est pas parce qu'on fait la politique de l'autruche ou qu'on y met sous le tapis que ça va pas arriver. Donc autant effectivement y être confronté pendant la grossesse pour que si on est confronté pendant l'accouchement, on se dit ok, ça je l'avais quand même anticipé, j'ai au moins un minimum d'informations quoi. C'est ça, et puis surtout, bah, moi, c'était que je voulais pas subir, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est pas ce que je veux, mais si ça arrive, c'est moi qui ai choisi comment ça allait se passer. Mais je trouve que c'est important aussi de dire que même si tout ne se passe pas comme prévu, même s'il y a de la médicalisation, une intervention médicale, même là, on a quand même effectivement notre mot à dire dans la mesure de l'urgence. Mais si on doit avoir une césarienne pendant le travail, selon l'urgence de la césarienne, c'est quand même possible de mettre en place des petites choses, de demander à attraper le bébé, de pousser, enfin voilà. Alors c'est sûr que si c'est une urgence vitale où ils ont 5 minutes pour intervenir, on est d'accord que là, bon, Il n'y a on pas de va pas, sujet. il y a pas, voilà, on va rien pouvoir négocier. Là, c'est l'urgence vitale. Mais si on dit, bah voilà, votre bébé commence à fatiguer, madame, on part vers une césarienne, si vous avez fait un projet de naissance, il est quand même possible de leur dire, attendez, vous vous rappelez, j'aimerais qu'on puisse baisser le champ opératoire, j'aimerais attraper mon bébé. Si c'est des choses qui peuvent le faire, ils le feront. Ça permet de se dire après, ok, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais je suis quand même restée actrice de la naissance de mon bébé autant que possible, en fait. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, très clairement. Enfin, moi, j'entends tellement de mamans a posteriori qui disent, oh, si j'avais su, j'aurais fait Mm. autrement. Oh là là, mais là, j'ai pas eu ça, ou j'ai pas vu ça, j'ai pas vécu ça. Et ça me fait tellement de mal au cœur. Moi, j'ai préféré me dire, nos regrets, quoi. Donc, j'ai tout anticipé ce que je pouvais. En fait, chaque petit grain de sable que je pouvais mettre dans ma bouteille pour partir vraiment chargée à bloc, j'ai tout pris. Donc là, si je comprends bien, tu as choisi ta maternité, tu as fait ton projet de naissance, tu t'es renseigné, tu as bouffé plein d'informations, tu as fait hyper gaffe à tout pendant ta grossesse, donc tu es arrivé mais gonflé à bloc pour ton accouchement. Et est-ce que maintenant, bah, tu peux nous raconter comment s'est passé ton accouchement? Donc moi, j'ai contracté à peu près pendant toute la grossesse, entre 5 et 7 mois, j'ai toujours eu des contractions. Je savais pas quelle était la douleur de la contraction, mais voilà, je savais que j'avais contracté pendant toute ma grossesse. Ah si, un conseil juste avant, très important,
qui a aussi pour moi fait une grande différence, c'est que j'ai fait une séance d'ostéo par Mhm. mois. Et ça, on en parle peu. Moi, on me l'avait jamais proposé. Mais j'ai fait une séance d'ostéo avec ma super ostéo par mois en fait, qui a travaillé sur tout ce qui était douleur ligamentaire, euh, travaille sur tous les organes parce que la grossesse vient mettre un sacré bazar à l'intérieur, le bébé prend de la place, etc. Donc en fait, chaque mois, j'allais la voir et on faisait un vrai travail. Donc ce qui fait que les douleurs ligamentaires que j'ai pu avoir, elles ont grandement été soulagées par les séances d'ostéo parce qu'elle m'a vraiment accompagnée. Et donc le jour J, le matin, ouais, Je refais juste une parenthèse par rapport à l'ostéo. Justement, effectivement, c'est hyper important d'aller voir un ostéo, comme tu disais, pour éviter les douleurs. Ça permet aussi de mettre en place le bassin et tout ça. Et c'est aussi hyper important en postnatal pour la maman et pour le oui, bébé, parce que l'accouchement, ça reste quand même éprouvant. Et de faire un petit contrôle quelques semaines, enfin quelques jours après, voir que nous, en termes de bassin et tout ça, de mobilité, c'est mis en place, mais aussi pour le bébé. Des fois, il y a des torticolis, des épaules coincées. Donc voilà, complètement. séance d'ostéo Ouais, ouais. après aussi, hyper important. C'est ça. On a fait l'avant et on a fait l'après. Voilà. Et donc le jour J, je ressens une douleur ligamentaire vers 6h30 qui me réveille. Mais j'identifie pas ça comme une contraction, quoi. C'était une grosse douleur de règle, comme j'avais pu en avoir en fait tout au fil de la grossesse. Une deuxième à 7h30. Et là, je devais me lever parce que je devais aller faire ma prise de sang pour le rendez-vous du 9e mois qui avait lieu le lendemain, en fait. Et une douleur un peu plus vive, mais encore une fois, rien de transcendant, plus comme une crampe, quoi. Quand on a ces règles qui arrivent, une bonne petite crampe. Bon, ok, très bien. Il se passe pas grand-chose. Je me prépare, je quitte la maison. Donc, je sens que ça tire un peu, en fait, tout le temps où je me prépare, pendant la vingtaine de minutes où je me prépare, mais j'identifie pas ça comme du travail ou comme des contractions. Je pars de chez moi, je vais en direction du labo, je monte dans ma voiture et là, plus rien. Zéro contraction, zéro douleur tout le temps de l'examen. Je vais faire ma prise de sang, je rentre à la maison, je passe acheter les viennoiseries pour le petit-déj et je rentre chez moi vers 8h30, 8h45 et j'arrive à la maison et ça reprend. Je recommence à avoir des petites sensations qui tiraillent. Je déjeune avec mon conjoint, tout ça. Puis je dis, ah, tu sais, depuis ce matin, ça me tire un peu. Et en rigolant, je dis, ça se trouve, c'est pour aujourd'hui, quoi. Il me dit, mais non, n'importe quoi, c'est pas tout de suite. Mon conjoint rêvait que je l'appelle quand il était au travail. Et là, il se trouve qu'il était en repos. Donc, pas Non. possible. Il rêvait que je l'appelle et que ils doivent partir en vitesse. Encore une fois, hein, les Comme clichés. dans les Hein, films. Ma femme accouche. exactement. J'accouche, je reviens du travail, vite, vite, vite. Enfin, voilà, les clichés, les bons clichés, les bons standards. Donc, bref, on prend le petit-déj, tout ça, on fait notre vie. Il part faire du bricolage. Moi, je fais mes activités de bonne petite ménagère, le linge, le repas. Bah, voilà, je prépare. Je fais ma vie, je change rien. Et puis à 10h, j'ai un gros, gros coup de fatigue. Je sens vraiment une chape de fatigue qui me tombe sur les épaules. Donc je dis, bah, écoute, je vais m'allonger, quoi. Je me mets une série, je me mets sur le canapé. Et en fait, je m'endors. Donc, j'avais encore les contractions. Hein. Maintenant, je sais que c'était les contractions de travail. Euh, je contractais encore, mais en fait, je m'endors. Je sens vraiment le sommeil qui m'emmène. Donc, je me laisse partir. Voilà, tranquille. Et 11h30, une contraction qui me réveille, qui me transcende vraiment. C'était douloureux, largement supportable, mais ça me faisait pas mal, en fait. C'était, ça me faisait du bien, en fait. C'était vraiment très paradoxal parce que quand ça arrivait, je me crispais au début. Et après, mais le bonheur, quoi. Après, c'était l'extase, voilà. Les shoots d'hormones, Voilà. en fait, ça devait être ça. Mais, mais L'endorphine franchement, et tout ça ça. devait être exactement ça. Et donc, 11h30, j'ai cette contraction-là qui est assez puissante et qui me réveille. Je me dis, wow, oh la vache, celle-là, c'est pas la même, quoi. Juste par curiosité, je vais regarder, je vais chronométrer pour commencer un peu à voir, parce que je pense qu'instinctivement et inconsciemment, je savais que ça allait être là, quoi, ça allait arriver. Elles sont quand même régulières, elles sont toutes les 6-8 minutes, mais par contre, elles durent très longtemps. Elles durent 50 secondes, 1 minute, Ouais. 45 secondes. C'est intense, en fait. C'est vraiment intense. Mais encore une fois, c'était pas douloureux. J'étais en mode détente sur mon canapé. Je soufflais, je respirais. euh,
j'étais zen en fait, j'étais vraiment bien, j'étais reposée, je venais de dormir pendant 1 heure, j'étais vraiment, vraiment top. Et donc je continue, voilà, je mesure les contractions tranquillement, j'ai ma série qui tourne, voilà, je profite. Et surtout, je m'alarme pas parce qu'en fait, encore une fois, dans les clichés, ma sage-femme m'avait dit, il faut des contractions régulières, espacées de moins de 5 minutes, pendant 2 heures, le petit train de se passe-fond, enfin, voilà. On y va, quoi. La totale sur les préconisations pour une première grossesse. Voilà. Et du coup, je dis, bon, bah, de toute façon, on n'en est pas là, elles sont pas à 5 minutes, ça fait pas 2 heures, ça fait même pas une demi-heure que je chronomètre, donc on profite. On est large. On est très large. Et donc, 11h30, midi et demi, 1 heure. Et à 1h10, donc j'avais toujours pas bougé de mon canapé, hein, j'étais très bien. Et je sens en fait un petit... Et là, je commence à sentir quelque chose de très très chaud entre mes jambes. Bon, en une demi-seconde, je comprends ce qui vient de se passer. Je me roule très rapidement sur le sol. Et là, bah, clairement, hein, la poche des os venait de percer. Donc, j'attends que ça passe, quoi. Je laisse ça, je laisse se faire les choses et je me mets debout. Et puis bah là, j'enlève mon pantalon qui est trempé, j'enlève les chaussettes. Et puis bon, bah, il n'y a pas de doute possible, quoi. Enfin, c'est vraiment le bol d'eau qui vient de se renverser à mes pieds. Euh, donc bon, bah, ok, cool, trop bien, quoi. J'étais trop contente. Je me dis, ah bah ça y est, quoi, c'est pour Là, aujourd'hui, c'est plus, génial, voilà, quoi. plus doute. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de doute, c'est trop bien, quoi. Tu vois, j'étais vraiment dans un mood hyper positif, hyper trop génial, quoi. L'euphorie, quoi, les endorphines, trop bien. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai le réflexe de regarder le liquide, parce que pour le coup, ma sage-femme m'avait dit, voilà, le liquide, lorsqu'on perce la poche des os, c'est transparent, vous verrez rien, c'est translucide. Elle dit, si jamais il y a, si c'est teinté, si le liquide est teinté, marron, brun, vert, là, par contre, ça devient quand même assez urgent, parce que potentiellement, le bébé est en train d'absorber du méconium, ça peut être un danger, ça peut être une... Ok, donc elle me dit, si jamais ça arrive, on panique pas, mais on vient rapidement à la maternité. Donc pareil, encore une fois, c'est pas les scènes de film, c'est pas la catastrophe. C'est ok, je sais qu'il y a quand même une petite urgence, mais j'appelle pas les pompiers, quoi. Donc elle m'avait beaucoup voilà, rassurée là-dessus. Donc bah moi, réflexe, hein, je baisse la tête, je regarde ce qui se passe. Ok, c'est pas marron, top, c'est pas vert, ok, c'est top, mais c'est pas translucide non plus. C'est rosé. En fait, c'est un léger verre de grenadine, tu vois, quand t'as 2, 3 gouttes de sirop. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait pas partie des scénarios, ça. On l'avait pas mis dans les options. Et en fait, du coup, très très vite, en un quart de seconde, je me dis, ok, déjà, on va pas paniquer, parce qu'en fait, nos stress. J'ai eu 2 mantras pendant tout le travail. Le premier, j'y reviendrai, c'est bouche molle et col mou, un classique. Et le deuxième, ça a été, il n'y a pas de raison de paniquer, tout va bien tant qu'on ne me dit pas le contraire. Et donc, en fait, là, il n'y avait aucun facteur qui me disait qu'il y avait une urgence ou une catastrophe. Ça va, quoi. Et donc, en fait, en un quart de seconde, tout ça passe dans ma tête. Et je me dis, bah, en fait, c'est juste le col qui travaille. En fait, c'est normal. Le système féminin est gorgé de sang. Je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir quelques petites traces à ce moment-là. Ok, donc là, hop, tout repasse dans ma tête. C'est le col qui travaille, no stress. J'enlève le pantalon, j'appelle mon mari quand même, qui était à l'extérieur de la Ah, maison. tu l'as quand même appelé. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, il fallait quand même le prévenir. J'étais en kiff total toute seule, mais bon, fallait bien qu'on partage. Et en fait, Ah, puis là, il j'aurais attendait ce vraiment... moment aussi. Il attendait que tu l'appelles. Ouais, Bon, il attendait il que je voulait. l'appelle, même si... même s'il n'était pas au boulot, il attendait que je l'appelle quand même. Et là, franchement, j'aurais tout donné pour voir sa tête. Parce que je l'appelle, je dis, bah écoute, mon cœur, je dis là, tu peux commencer à ranger tes outils, tes affaires, parce que je dis là, je viens de perdre les os. Toi, t'es zen. Moi, je suis super zen, enfin, je suis super tranquille, quoi. Et lui il me dit, ah bon, mais t'es sûr? Écoute, mon cœur. C'est la première fois, mais il y a quand même pas trop de doutes possibles, hein. Je dis, mais t'inquiète, hein. Je dis, ça va. Il me dit, ok, bah j'arrive. Non, non, mais attends, prends ton temps, t'inquiète, ça va, quoi. Enfin, je dis, écoute, moi, je monte, je vais dans la salle de bain, ça roule, quoi. Je dis, mais tu t'inquiètes pas, du coup, bah, tu vas me suivre à la trace, il y en a dans le salon, il y en aura dans l'escalier, voilà, mais ça va.
Je monte, je me mets dans la. Au début, je vais pour me mettre dans la douche et en fait, je me dis non, je vais me mettre un peu sur les toilettes pour laisser la poche se vider parce qu'en fait, bah, tout le liquide n'était pas tombé. Et donc, mon mari a pu me suivre à la trace. Effectivement, j'en ai mis un peu partout dans la maison. Et du coup, je me suis mis sur les toilettes au début. Je suis restée à peu près 10 minutes, un quart d'heure sur les toilettes, le temps que la poche se vide. Et j'ai perdu le bouchon muqueux à ce moment-là. Je l'ai perdu en deux, trois fois à peu près. Et en fait, du coup, en regardant le bouchon muqueux, j'ai vu qu'il y avait des filaments de sang dans le bouchon. Et je me suis dit, bah voilà, voilà pourquoi c'est rosé en fait. Parce qu'en fait, il y a des petits filaments de sang et que c'est vraiment le col qui travaille. Cette fois, j'en avais la certitude, je savais que c'était le col qui travaillait et que c'était pour ça que mon liquide était légèrement rosé. Donc encore une fois, ça m'a rassurée parce que je le savais que ça faisait partie des choses normales euh, et que j'avais pas à m'inquiéter de ça. Donc le liquide se vide et je me dis, bah, je vais me mettre dans la douche quand même pour me rincer. Et là, en fait, je découvre le bonheur de la douche. L'eau chaude sur les reins, sur le dos. Et du coup, je suis restée une bonne demi-heure dans la douche. Donc, entre-temps, monsieur était monté, il avait nettoyé le rez-de-chaussée. Et par contre, lui, monsieur était quand même assez stressé. Assez, pas en panique, mais voilà. Moi, j'étais hyper détente. Et lui était quand même assez stressé. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je l'occupe parce que sinon, il va me générer son stress, quoi. Donc, je dis, bah, écoute, finis de préparer les affaires, mets les affaires dans la voiture. Donc, il faisait les allers-retours dans la voiture. Il a dû faire au moins 5 ou 6 allers-retours. Mets les serviettes, prends ci, prends ça. J'avais tout préparé, mais les dernières choses de dernière minute, voilà. Et donc, du coup, il fait ses allers-retours, etc. Et puis, il revient et j'avais plus rien à lui dire. Et là, il me dit, non, mais là, faut qu'on y aille. Et en fait, moi, j'étais trop, trop bien dans ma douche. Je gérais mes contractions debout, en soufflant, avec donc le fameux mantra bouche molle, col mou. Parce que donc ça, pareil aussi, c'est une info que j'avais eue, que tu avais partagée et qu'on peut facilement découvrir. C'est que toute la sphère orale de la bouche, de la gorge, des cordes vocales, de la mâchoire, correspondent d'une certaine manière à tout ce qui se passe en bas. Donc le haut et le bas sont connectés. Et donc en fait, tout le long de mon accouchement, du travail, des contractions, chaque contraction a été guidée par ce mantra bouche molle, col mou. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois le plus détendu possible. Et j'ai géré mes contractions pendant une bonne demi-heure comme ça dans la douche, avec l'eau qui me coulait sur les reins. Et j'étais trop trop bien, quoi. J'étais hyper zen, hyper détente. Le bonheur, quoi. Franchement, j'étais super bien. Sauf que mon mari revenait tout le temps. On y va, on y va. Allez, on y va, faut y aller, c'est bon, c'est prêt. Allez, allez. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, on va devoir y aller. Parce qu'en fait, si on n'y va pas, lui va me transmettre son stress. Mm. Lui va devenir un élément perturbateur. Donc en fait, ça sert à rien que moi je lui génère du stress de cette manière-là, parce qu'en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux où ma posture va le stresser, sa posture va me stresser. Donc ça sert à rien. Donc du coup, bah, tranquillement, on a pris les affaires, je me suis habillée, on est parti à la mat. Donc j'ai perdu la poche des os à 13h10 à la maison et on est arrivé à la mat à un tout petit peu avant 14h. Ouais, j'ai dû passer à peu près 30-40 minutes à la maison et après on est parti à la maternité. Donc on était à 5 minutes de la mater, hein, donc zéro souci. Et on arrive à la mater. Bonjour madame. Ah, c'est un premier bébé. Ah, bah, vous avez le temps. Oui, bon, bah, allez, venez, on va faire le monito. Ok, une sage-femme super gentille, super sympa et tout. Elle me dit, bon, bah alors allez-y, allongez-vous, on va faire le monito. Et là, je regarde, je dis, ah ben non, c'est pas possible. Je dis, non, je peux pas m'allonger. Moi, ça faisait 1 heure que je gérais mes contractions tranquille, debout, en respirant. Je dis non, je peux pas me mettre sur le dos. Ah bah oui, mais madame, là, ça va pas être possible. Je peux pas vous faire le monitoring comme ça. Ah bah vous vous débrouillez. Je dis, moi, je peux pas me mettre sur le dos en fait. Donc bah bizarrement, elle s'est gentiment débrouillée, ma petite sage-femme. Elle a réussi à me mettre un monito qui était peut-être pas conventionnel et protocolaire, mais qui a visiblement satisfait les besoins. Donc le monito se passe pendant 40 minutes. Je lui fais part de mon projet de naissance qui était dans mon dossier. Et elle me dit, bon, bah, ok, je vais aller regarder. Et je lui fais part également de mon souhait de salle nature. Elle me dit, ah, d'accord. Elle me dit, bah, écoutez, on va voir. Vous êtes deux mamans à demander la salle nature aujourd'hui. Bon, la deuxième maman, c'est son troisième bébé. Ça va aller vite, il n'y a pas de souci. Ça devrait le faire. Vous, c'est un premier. Oh, ça va être un peu long. Donc, bon, ça devrait aller. On va voir. Ok, elle me pose le monito, elle s'en va, tout ça. On reste une demi-heure, 40 minutes. Elle revient me voir. Ce que j'ai adoré, c'est que pendant ces 40 minutes, elle a vraiment pris le temps de lire tout mon projet de naissance.
les 6 pages. Donc encore une fois, il y a certainement une part de chance parce qu'elle a pu prendre ce temps-là, mais elle a aussi choisi de le faire et elle l'a fait pour nous. Et ça, je l'en remercie parce que franchement, c'était vraiment top. Et donc elle revient, elle me dit, bon, bah, le monito est parfait, si vous voulez bien, je vais vous ausculter. Donc dans le projet de naissance, j'avais mis que je voulais pas d'auscultation invasive et protocolaire. Donc là, ça faisait un peu plus de 2 heures que j'étais en travail depuis la perte des os. Je dis, bon, ok, un toucher me convient bien, on y va. Elle dit, par contre, il faudrait quand même réussir à vous mettre sur la table. Bon, je vais faire un petit effort. J'ai pas réussi à me mettre sur le dos, mais je me suis mis sur le flanc. Donc, on était OK. J'étais allongée sur le côté. Elle me fait le toucher. Et dans mon projet, je lui avais dit, je veux pas savoir. Et là, avant de faire le. Donc, elle me demande si elle peut me faire le toucher vaginal. Elle me dit, par contre, moi, j'ai jamais dû cacher l'avancée du travail. Elle me dit, oh, je sais pas. Elle était vraiment presque Embêtée. inquiète, quoi. Embêtée, inquiète. Elle me dit, je sais pas si je vais être capable et tout. Je dis, bon, bah écoutez, allez-y, on verra. On va pas se formaliser de ça. Je dis, allez-y. Mais du coup, c'était vraiment la première fois pour elle, quoi. Et je dis, écoutez, vous faites, et si vous pensez que c'est bien, bah, je veux bien savoir. Si c'est trop décevant, je veux pas savoir. Et donc, elle me fait l'auscultation, elle me dit, et là, je la vois avec un sourire et tout. Je dis, bon, bah, allez-y, dites-moi, ça a l'air bien et tout. Et elle me dit, ah, bah, c'est bien, vous êtes à 3. Et moi, dans ma tête, j'avais dit, je vais arriver à la maths à 5. Donc, du coup, je Oui. dis, ah, mais 3. J'étais super déçue, quoi. Elle me dit, mais c'est génial pour un premier. Bon, ok. Puis après, je me dis, non, mais en fait, on s'en fout, c'est qu'un chiffre, on verra, quoi. Elle me dit, bon, bah, vous restez un petit peu là, vous n'êtes pas encore prête à passer en salle de travail, on reste un peu là, on continue le monito, et puis vous gérez bien, donc il n'y a pas de souci. Elle me dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et je dis, bah, je voudrais bien un ballon, s'il vous plaît. Et donc elle me dit, bon, bah ok, très bien, je vais vous chercher le ballon. Donc elle s'en va, je reste avec mon conjoint, et je commence à dire à mon conjoint, je dis, ah là, je sais pas si je vais y arriver, c'est dur, enfin, je sais pas si je vais pouvoir, tu te rends compte, je suis qu'à 3, ça va être long, je vais peut-être prendre la péridurale. Là, mon mari me dit, non, non, mais tu vas pas prendre la péridurale. Il dit, non, tu prends pas la péridurale, tu vas y arriver. Grosse remotivation, il m'a presque engueulé de vouloir la péridurale. Attends, ça fait Non, non, 9 mois que tu te prépares pour ça, alors tu vas pas la prendre la péri, hein. ça fait 9 mois que tu me saoules avec ça, donc non. Donc du coup, mais du coup, c'est important aussi que le conjoint ou le coparent soit investi, parce qu'à ce moment-là, il aurait pu me dire, ah oui, c'est vrai, ma chérie, ça va être long, tu veux qu'on prenne la péri? Ah Mm. bah je vais la demander. Non, pas du tout, en fait. Il m'a reboosté, il m'a dit, non, non, tu prends pas la péri, regarde tout ce que tu as fait, c'est super, on y va, et c'est parti, quoi. Donc bon, bah c'est reparti, hein, pas de péri. Et donc du coup, la sage-femme revient avec son ballon, donc je pense qu'elle est partie 3 minutes, 5 minutes, grand, grand max. Et en fait, elle revient. Et je dis, par contre, là, ça pousse. Je dis, est-ce que vous pouvez me refaire un toucher pour vérifier, quoi? Et elle me dit, bah, écoutez, allongez-vous. Ah non, non, bah là, je peux pas, par contre. Là, je peux pas me remonter sur la table. C'est pas possible. J'avais besoin d'avoir quelque chose pour me tenir. J'ai géré mes contractions en me tenant, en m'accrochant à quelque chose. Je me tenais à la table. Je dis, je peux pas me remettre sur le dos. Je dis, faites comme ça, c'est pas grave, à l'arrache, quoi. Allez-y, hein, à la guerre comme à la guerre, hein. Et du coup, elle se met un peu accroupie entre mes jambes comme elle peut. Et je voyais sa tête. Et elle me fait l'auscultation et je la vois passer livide, blanche, avec un regard en mode oh putain de merde. Et là, elle me dit bon, bah, on va prendre les affaires, vous allez aller en salle naissance parce que bah, là, vous êtes à 5. Et donc, je passais de 3 à 5 en moins de 5 minutes. Mm. Et elle me dit bah, on y va, allez-y. Donc, du coup, il était même pas 15 heures, hein. Ça faisait même pas 1 heure qu'on était là et on rentrait du coup en salle naissance, en salle de travail pour la suite. Et donc mon mari s'installe, s'équipe et tout. Alors il faut savoir que j'avais demandé à mon mari, encore une fois dans l'idée d'être full opérationnel, moi j'avais débarqué ma maison à la maison. Enfin, j'avais débarqué, pardon, la maison à la maternité. Donc, dans la voiture, on avait des plaids, j'avais des bougies LED, j'avais une enceinte radio, j'avais pris les trucs de massage pour se masser dans le dos qui diffusent de la chaleur. J'étais full équipée. J'avais vraiment tout pris. Sauf que du coup, bah, tout est resté dans la voiture. J'ai eu le temps de rien, on n'a pas eu le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Et donc, du coup, on arrive dans la salle nature et je dis à mon mari, bah, va chercher les affaires. Et là, la sage-femme, elle dit, non, non, monsieur, vous restez là.
Ah oui. Vous repartez pas en fait. Et elle me dit, écoutez, je pense que ça va aller assez vite. Donc en fait, profitez, continuez, faites ce que vous faites depuis le début, c'est génial. Mais monsieur part pas quoi, en gros. Et donc du coup, on se met en salle nature. Donc bah, pour la décrire, c'est une très grande salle avec un plafond un peu ciel étoilé. Il y a une partie standard avec table d'auscultation, la station du bébé, mais qui est dans un tout petit coin de la pièce. Et dans le reste, il y a des lianes de suspension, il y avait ballon, il y avait un énorme liron assez bas et une baignoire pour pouvoir du coup prendre bain ou douche. Donc du coup, je commence par me mettre sur le lit, un peu en mode à quatre pattes avec les bras au sol, les fesses en l'air. Et en fait, je suis pas super à l'aise. Et rapidement, je demande à la sage-femme de me mettre dans la baignoire. Et elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit par contre, vous faites pas un bain parce que vu que là, vous avez perdu les os, le protocole interdit de faire trempette. Donc, je dis non, non, mais de l'eau, ça va bien. Donc, je monte dans la baignoire comme je peux entre deux contractions. Et mon mari, on reprend en fait ce qu'on avait fait à la maison. On recrée exactement la même situation. C'est-à-dire que mon mari me met de l'eau chaude sur les reins, sur le dos. Et on part comme ça. Moi, je suis dans la baignoire à genoux la poitrine et les bras sur le bord de la baignoire et je me tracte en fait à la barre PMR qui permet de monter et descendre la baignoire. Et du coup, je me retrouve exactement dans la même position, la même situation qu'à la maison. Et en fait, à partir du moment où je suis dans la baignoire, là, je perds complètement la notion du temps. Je me suis dans ma bulle, je ferme les yeux et je n'entends que l'eau qui coule et rien d'autre en fait. Et là, je perds complètement la notion du temps et c'est en fait a posteriori avec mon mari que j'ai dû lui dire, mais en fait, on est resté combien de temps? Parce que moi, ça m'a paru être long. Pas interminable, mais vraiment long et bien. Et en fait, il me dit non, mais en fait, t'es resté même pas 40 minutes dans la baignoire. Donc en fait, ça a été très très vite. Il me fait couler de l'eau sur les reins. Je suis super bien. Je gère toujours mes contractions, bouche molle, col mou, bouche molle, col mou. Je me tracte à la barre quand j'ai les contractions qui arrivent. Je vois la vague. Enfin, beaucoup de visualisation. Et mon mari me dit au bout de 20 minutes à peu près, j'ai demandé à rappeler la sage-femme parce qu'en fait, je me mets, mais littéralement à trembler, à grelotter de froid. J'étais frigorifiée. J'arrivais pas à me réchauffer. Et mon mari me faisait couler de l'eau à 42 degrés sur le dos, donc j'avais pas de raison d'avoir froid. Et en fait, je me mets à trembler, à claquer des dents. Mon corps était en train vraiment de trembler de tout son être. Et là, je commence à paniquer. Parce qu'en fait, ça, pareil, ça faisait pas partie des options. Ça, je l'avais pas dans la checklist de ce qui pouvait arriver. Et du coup, j'ai à mon mari, c'est pas possible, j'ai froid, appelle la sage-femme. Je commençais à paniquer, en fait. Et donc, ma petite sage-femme revient, elle se met à ma hauteur, elle se met à genoux, yeux dans les yeux, et elle me dit, non, mais en fait, faut pas stresser, c'est normal, tout va bien, c'est une réaction du corps. Vous n'êtes pas la première, ça arrive, ça peut arriver, ça n'arrive pas systématiquement. En fait, c'est le corps, c'est les hormones. Et en fait, du coup, ok. Deuxième mantra, pas de raison de paniquer tant qu'on me dit pas le contraire. Là, elle me rassure, elle me dit que tout va bien, donc on y va. Donc en fait, c'est reparti, je me remets dans ma bulle, je me remets dedans. Et 10 minutes, 15 minutes après, je rappelle, parce que là, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Elle me dit, bah, je vais vous ausculter, sortez. Je dis, je peux pas. Je peux pas sortir, c'est pas possible, il y a des marches, c'est horrible. Elle me dit, bon, bah, on regarde comme ça, j'ausculte rapidement. Et là, elle me dit, bah, par contre, là, va falloir sortir parce qu'on on peut pas vous pouvez pas accoucher dans la baignoire. C'est pas possible. Ça va être trop compliqué. Donc, en fait, après, a posteriori, ça va être trop compliqué pour l'équipe, Pour elle. parce que pour moi, ça allait nickel. Mais du coup, bon, bah voilà. Donc, je sors, j'attends une contraction, deux contractions et je sors de la baignoire. Je me mets, du coup, je retourne sur le lit. Et en fait, elle me dit, au moment où je sors de la baignoire, elle me dit, bah là, vous êtes quasiment à complète, vous êtes à 9, col effacé. Donc, pareil, je suis passée de 5 à quasiment complète en moins de trois quarts d'heure. Et là, je l'entends vaguement, j'étais vraiment dans ma bulle, et je l'entends vaguement qui appelle sa collègue et qui lui dit Virginie, viens vite, la dame est effacée, ça va aller vite. Enfin, je sens dans sa voix une urgence, Hmm. Ouais. presque un stress, tu vois. Euh, Elle n'était pas prête à ça, quoi. Ah, c'est long J'étais la normalement à premier. J'étais la petite Primi qui venait d'arriver. Monsieur aurait eu le temps d'aller se manger un sandwich et se regarder une série. Ça devait pas se passer comme ça, quoi. Elle, ça rentrait pas dans ses plans par contre, hein. C'était pas Non, prévu ça. non, ça rentrait pas dans les cases. Et du coup, j'ai senti cette urgence. Donc, moi, je me suis jamais passée au-dessus complet, quoi. Mais j'ai senti pour elle, tu vois, une vraie urgence.
Et en fait, après, elle faisait tout dans l'urgence. Elle a déballé son kit dans l'urgence, sa collègue est arrivée dans l'urgence. Moi, j'étais là, trop bien, j'étais en train de kiffer mes contractions parce qu'encore une fois, c'était vraiment des contractions de plaisir, tu vois. Quand la contraction arrivait, franchement, j'étais vraiment au bord de l'orgasme, quoi. Il faut être honnête, hein. C'était vraiment du plaisir. C'était une sensation, mais de bonheur, quoi, tu vois, quand c'était le pic de la contraction et après, quand ça redescendait, mais j'étais bien, mais le kiff d'hormones, quoi, tu vois. Et ça s'enchaînait en plus. Donc, c'était top. Toi, t'étais dans Euh, ton délire, ça, tout va bien. Moi, j'étais mais super high, quoi. J'étais trop, trop bien. Et donc, du coup, je me mets sur le lit et en fait, je me mets plutôt sur l'avant du lit. C'était un lit qui était vraiment très grand et au lieu de me mettre vraiment au centre, voire vers le fond du lit, j'étais sur l'avant du lit. Ce qui fait que je me suis retrouvée euh, sur le flanc, au début, sur le flanc gauche, avec donc le pied, la jambe relevée, le pied posé à plat. Et j'avais plus rien pour me tenir en fait. Sauf que moi, j'ai fait tout le travail en me tenant et en m'accrochant pour concentrer ma force vraiment dans les bras. Et là, j'avais plus rien. Et donc, ma petite sage-femme, je dis, mais je suis pas bien installée et tout. Et elle me dit quoi? Ah, mettez-vous sur le dos, vous allez être bien. Et là, je la regarde, je dis, mais non. Et la phrase improbable, je dis, mais j'ai le sacrum qui est bloqué. T'avais bien écouté les coureurs. J'étais full, quoi, full information. Et elle me dit, non, non, mais mettez-vous sur le dos, vous allez pouvoir lever vos jambes, vous allez pouvoir tirer vos genoux. Et dans ma tête, ça allait très vite et je me dis, mais elle se fout de moi, quoi. Je dis, le sacrum est bloqué, elle me met sur le dos. Enfin, allô, quoi, tu vois, c'est vraiment la contradiction. Et en fait, je l'écoute pas, enfin, je m'en fiche de ce qu'elle me dit et je me mets à quatre pattes. Je me retourne et je me mets à quatre pattes. Donc là, je l'aperçois dans mon coin de l'œil qui était encore en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, je me mets à quatre pattes, ce qui fait que je me retrouve avec toute la force bah, dans les bras et je retrouve cette force et je m'accrochais vraiment au matelas, enfin, je plantais les mains dans le matelas et je pouvais retrouver cette force pour gérer mes contractions. Et donc là, bah, j'étais clairement à complète, voilà, dilatation full et c'était le moment, quoi. Et du coup, je vois la petite auxiliaire puère qui arrive parce qu'en fait, j'avais refusé la pose du cathéter à l'arrivée. J'en voulais pas. Et j'avais dit que j'accepterais le cathéter au moment, en fait, de la naissance. Donc, à dilatation, à l'instant T, quoi. Et donc, je vois la petite auxiliaire puère qui arrive le coin de mon épaule. Et là, pareil, j'ai adoré parce qu'elle a encore pris le temps, malgré, pour eux, cette sensation d'urgence, elle a quand même pris le temps de me dire, vous savez, je vous mets le cathéter, c'est pour le Sainto, vous inquiétez pas, ça va aller. Et je l'ai regardé, donc j'ai apprécié la démarche, je l'ai regardé et je lui ai fait un signe de tête en mode, ok, vas-y, quoi. Donc elle me pose le cathé, et en fait, bah, après, là, ça pousse, quoi. Pendant cette poussée, microphase de désespérance à l'échelle de tout le reste, tu vois, où je dis à mon mari, oh, c'est pas possible, la tête passe pas, elle est trop grosse, je vais pas y arriver. Et donc là, j'ai mon mari, la sage-femme, l'auxiliaire qui me disent, mais si, allez-y, poussez. Là, j'avais une team d'encouragement, de folie qui m'a boosté et ça a fait franchement aussi la différence parce que tout le monde était là d'une même voix, en fait. J'ai tout le monde qui m'encourageait et qui me disait que j'allais y arriver, que je savais faire, que je pouvais pousser. Donc j'ai une première poussée, je sens très rapidement le cercle de feu. Je sens mon bébé qui descend. La sage-femme me le confirme. Elle me dit, mais là, il est descendu, il est là, on voit la tête, allez-y. J'ai la première poussée. Et là, en fait, je relâche. Et je sens mon bébé qui remonte, comme s'il était aspiré vers le haut. Et là, je dis, oh non, il est remonté, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Le scénario désespérance dans toute sa splendeur. Et du coup, la petite Sacha m'a dit, mais en fait, il faut que vous poussiez un tout petit peu plus longtemps, c'est normal, votre bébé, il est en train d'appuyer sur le périnée, il est en train de descendre, c'est important qu'il remonte pour redescendre. C'est le système vraiment d'ascenseur, en fait, qui fait que ça va descendre naturellement et sans abîmer le col, le périnée, etc. Et donc, du coup, j'ai une deuxième poussée et là, je l'écoute, en fait. Et elle me dit, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et tant qu'elle m'a pas dit d'arrêter, j'ai pas arrêté. Et donc là, je sens la tête de mon fils qui passe. Je pense que c'est la meilleure sensation de toute ma vie. Franchement, c'était incroyable de vraiment sentir, en fait, le corps qui s'ouvre, quoi, et qui laisse passer le bébé. C'était, mais, oh, tu vois, j'en ai des frissons quand j'en reparle. C'était magique, quoi, cette sensation-là de sentir sa naissance, quoi. Je veux dire, je pouvais pas faire plus. Je pouvais pas être
plus dans de la sensation que ça. C'était magique. Et donc, du coup, la tête est passée. Dans mon petit coin de l'œil, je vois ma petite auxiliaire qui m'injecte le Synto, parce que c'était le deal. Je lui avais dit OK pour le caté et le Synto, mais je veux que la tête soit sortie. Donc, une fois que la tête est sortie, elle m'injecte le Synto. Et là, la sage-femme me dit, bah, faut faire une deuxième poussée pour les épaules. Et en fait, j'ai quasiment pas eu besoin de pousser, quoi. Le pousser réflexe, les épaules passent et tout descend. Et donc, je vois mon fils qui tombe, entre guillemets, mais gentiment, entre mes jambes, avec, bah, du coup, le liquide et tout ce qui va avec, quoi. Et là, oh, mais l'extase, quoi. Le shoot d'hormones, je pense au max de ce qui puisse être. Euh, Ça y est, quoi, je l'ai fait. Ça y est, il est là. Il est là, je l'ai fait, j'ai réussi. Enfin, l'extase complet, quoi. Et donc la sage-femme me dit, mais ça y est, prenez votre bébé, regardez, il est là. Et en fait, j'étais à quatre pattes et j'étais vraiment dans mon monde. J'ai rouvert les yeux quand j'ai vu mon fils, j'ai fait quasiment tout le travail, les yeux fermés. Et en fait, j'ai rouvert les yeux, j'ai vu mon fils entre mes jambes et il m'a fallu une bonne minute, 1 minute 30 pour redescendre, pour revenir sur Terre, quoi, pour... Waouh, waouh, ça y est, quoi. Et c'était dingue. C'était trop, trop bien. Et j'ai pu après récupérer mon fils. Elle me l'a mis alors, le cordon était un peu court, donc du coup, elle me l'a juste mis en fait sur le bas du ventre. Et instinctivement, elle me dit, bah attendez, on va couper le cordon pour vous le mettre au sein. Et je dis, non, 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 non. Je dis, coupez pas le cordon, laissez-lui un peu de temps. J'avais demandé un clampage tardif. Idéalement, j'aurais voulu un clampage à cordon blanc. Je savais qu'il le ferait pas en maternité. Donc j'avais demandé au moins un clampage un peu tardif, donc elle me l'a fait, elle a attendu, elle me l'a juste posé du coup sur le haut du pubis et on a attendu un petit peu le temps que moi je redescende aussi, que je reprenne vraiment mes esprits. Et puis après mon mari a coupé le cordon et puis bah après voilà c'est le kiff quoi. Après elle fait ses petites inspections, elle me dit bah remettez-vous sur le dos pour la délivrance. Donc tout s'est super bien passé. Le placenta est sorti en moins de 15 minutes, sans aucun souci. Tout, tout top, quoi. Donc, pendant une grosse demi-heure, elle nous a un peu laissé tranquille, le temps de ranger, voilà, ses affaires, son matériel. Et puis, bah, moi, je me lève, puisque pas de péri. Donc, bonheur, je gambade, hein. Donc, et c'est là aussi ce qui m'a paru absolument dingue, c'est qu'en fait, en 0,01 seconde, tout s'arrête. Il y a plus de sensation de douleur. Il y a plus, ça pousse plus. J'étais revenue, moi, dans mon corps, d'avant grossesse, tout pareil. Comme si de rien n'était, quoi. Exactement. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien, quoi. Je peux me lever, je peux marcher, je peux aller faire pipi, je peux aller faire ma douche, je peux aller faire ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, une fois que Marcel était né, quand on a fait notre peau à peau pendant nos 2 heures, avant de partir, c'était le changement de garde. Et donc, avant de partir, elle m'a dit, ah bah avec vous, franchement, ah, vous avez vraiment tout chamboulé. Enfin, voilà. En gros, il y avait rien qui s'est passé comme prévu pour elle en tout cas, hein. Pour moi, c'était idéal, mais pour Mais ça elle, se trouve, grâce à toi, elle a poussé cette fameuse porte de la physiologie et peut-être elle va découvrir un nouveau monde. franchement, je croise les doigts. Bon, elle était déjà quand même assez ouverte à la physio, mais peut-être, j'aime me dire que peut-être, grâce à moi, euh, elle a peut-être fait sauter des barrières de stéréotypes. Elle a peut-être une écoute plus attentive de ses patientes. J'aime à croire que peut-être j'ai un tout petit peu fait bouger la ligne pour cette sage-femme-là, en tout cas. Pour boucler la boucle, à la fin, on allait remonter en chambre et du coup, je dis à la petite sage-femme, oh, je dis, mais au fait, la maman qui voulait aussi la salle nature, oh là là, mais elle n'a pas pu la voir, est-ce que ça s'est bien passé pour elle? Et la sage-femme, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, ah bah vous savez, elle est encore en travail, elle a toujours pas accouché. Ah bah comme quoi. Donc du coup, Excellent. la petite maman, pour son troisième, qui devait aller très très vite, elle a pu avoir sa salle nature, mais j'ai été plus rapide, voilà. Donc c'était très très drôle parce que je me suis dit, bah tiens, encore un cliché bien foutu en l'air, quoi. Donc c'était très très cool. Et puis après, on a continué à mettre en l'air tous les clichés parce que du coup, même quand je suis remontée en chambre en maternité, ah, j'étais la maman qui a accouché sans péri. Ah Ah ouais. oui,
mais c'est vous qui avez accouché sans péri pour un premier? Oh. J'étais genre l'attraction du service. Donc j'en déduis que les accouchements sans péri ne doivent pas être monnaie courante là-bas. Sauf qu'après, du coup, bah, nous, on était toujours dans notre projet de physiologie et qui, pour moi, ne s'arrête pas à l'accouchement, qui va derrière dans les soins, dans les premières semaines de vie, dans les premières heures, les premiers jours de vie. Et donc, j'étais la maman qui refusait tous les soins médicaux. Hmm. Ah bah La oui, chieuse, quoi. ah bah j'étais l'emmerdante. L'emmerdeuse, pardon. J'étais la maman qui a refusé qu'on lave son bébé. Et donc, à chaque fois, j'avais le droit à... Ah oui, vous êtes... Ah oui, oui, ah oui, le petit Marcel. Ah oui, bah il n'a pas été lavé. Alors, l'avantage d'avoir été la maman chiante qui dit non à tout, c'est qu'après, elle venait plus. Ah bah oui, c'est bon. Elle t'en mis dans Donc, un coin et ciao. Alors, par contre, je l'ai vraiment... Alors, moi, je l'ai pris comme une solution et merci, mais je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. C'était vraiment... Bon, bah, elle, on la fout dans un coin parce que franchement, elle nous fait chier, quoi, tu vois. Que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou en postnatal, effectivement, de faire un peu hors système, hors Ouais. convention, hors tout ce que tout le monde veut nous dire, et ça demande une sacrée force mentale, effectivement, pour pouvoir se protéger de tout ça, et surtout s'écouter, parce qu'encore une fois, tous ces protocoles, toutes ces injonctions, tous ces fameux conseils vont à l'encontre du fait de nous écouter, nous, et nous font croire que on ne sait pas faire, qu'on est la dernière personne à savoir mettre notre bébé au monde, la dernière personne à savoir s'en occuper, à l'allaiter. Et ça nous déconnecte totalement finalement de notre pouvoir et de notre puissance. Et je pense que c'est le plus gros problème actuellement, c'est que les femmes, en fait, on leur fait croire qu'elles sont incapables de fabriquer un bébé, de le mettre au monde et de s'en occuper après. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que pour moi, je le disais en tout début, c'est dans la tête en fait. Tout se passe dans la tête. Et si on a un mental d'acier, en fait, rien ne peut nous arrêter. Franchement, je milite pour ça. Je milite pour que les femmes, elles puissent savoir. Et encore une fois, je suis pas. Bah, on a un peu le même positionnement. L'idée, c'est pas de dire il faut accoucher sans péridurale en physio chez soi. Non, pas du tout. Tu veux la péri, mais je t'en prie. Si tu penses que tu en as besoin, je t'en prie. Mais par contre, est-ce que tu sais que... Enfin, il y a énormément de femmes qui racontent leurs conséquences, en fait. Et ça, par exemple, c'est pas du tout mis de façon éclairée dans les avertissements et dans ce qu'on Mm. nous fait signer à la maternité. Et à aucun moment, on te dit précisément les risques de manière Mm. détaillée. Comme quand tu ouvres la notice de ton médicament où tu as tout le détail. Non, on te dit juste qu'il peut y avoir des effets secondaires. Ouais. Le plus drôle, c'est que j'ai des retours de femmes qui me disent que quand elles vont voir l'anesthésiste leur fait une liste longue comme le bras des effets potentiellement dangereux d'accoucher sans Sans péridurale. péridurale. Mais ne dis jamais les effets secondaires de la péri. Mais je me dis, mais on Ouais, marche sur la tête quand même, c'est ouf. complètement. Bah, C'est c'est même la... limite une faute professionnelle en fait. Pour moi, c'est une faute professionnelle et c'est ce que j'appelle du management de la peur, quoi. Enfin, tu vois, je vous fais peur. Comme ça, je prends le pouvoir sur vous parce que du coup, vu que vous avez peur, vous allez m'écouter. On vous donne toutes les raisons de ne pas De le vous faire de laisser manière faire physio. et de vous laisser Ouais, de faire. vous laisser faire et de ne pas de ne pas le faire de Mm. manière physio. Et ça, c'est ancré, mais tellement profondément. Est-ce que pour finir, justement, tu pourrais donner un conseil à une future maman qui est enceinte de son premier, qui a peut-être effectivement cette vision encore très normalisée d'un premier accouchement, c'est long, c'est compliqué, c'est impossible, impossible sans péri. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle puisse se préparer au mieux et le plus sereinement pour ce premier accouchement? No stress, déjà, premièrement. Euh, Moi, mes deux mantras, je les garde en permanence. Donc, je dirais de manière générale, celui qui s'applique, c'est tout va bien tant qu'on ne me dit pas le contraire. Il n'y a pas de raison de se paniquer tant que tout va bien. Et préparez-vous, en fait. C'est-à-dire, mais préparez-vous de la manière qui vous convient, vous. Ne faites pas le standard si c'est ce qui ne vous va pas. Et faites des choix de manière éclairée, en fait. Mais c'est bête, mais c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que moi, je comprends les mamans, et j'ai une amie qui est enceinte actuellement et qui me dit non, non, mais moi, je veux pas savoir. Je verrai sur le tas, je verrai sur le jour J. En fait, ok, si tu comprends ce que ça veut dire derrière, si tu es ok avec les conséquences de ce choix, parce que ça, c'est un choix aussi. Ne pas vouloir savoir et ne pas vouloir se renseigner et se laisser porter. Moi, je trouve ça génial de rester dans cette innocence-là. Mais par contre, simplement, aie conscience de ce que ça implique derrière. C'est juste ça, en fait. Peu importe le choix qui est fait, si c'est celui de savoir, si c'est celui de ne pas savoir, si c'est la péri, si c'est pas la péri, la maternité, le plateau technique, peu importe, en fait, on s'en fout de la décision. Elle appartient à la personne qui la prend, mais en fait, juste faites-la de manière éclairée.
sachez ce que ça implique derrière. Et, et moi, je peux que encourager les femmes à se renseigner, en fait, à pousser cette porte et à découvrir ce monde-là parce que c'est ça qui permet de ne pas avoir de regrets, en fait. Et des naissances et des maternités, on n'en vit pas beaucoup dans sa vie. C'est des moments qui sont suspendus dans le temps et qui sont rares. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup de peine pour les femmes qui les subissent ou qui les regrettent. Et je me dis que voilà, toutes les futures mamans qui peuvent choisir le déroulé de cette étape-là, bah voilà, c'est une maman de plus qui aura le droit à cette expérience formidable, quoi. Et pour moi, ça passe dans la connaissance et la préparation mentale surtout. Mentale. Bah, merci beaucoup Camille, en tout cas pour ton chouette récit d'accouchement. Et je pense que je vais orienter beaucoup, beaucoup de primipares justement vers le récit de ton accouchement parce que je trouve ça juste génial de t'écouter. On sent cette force, cette puissance, cette confiance. Enfin, voilà, c'est toute ta préparation et tout. C'est vraiment, je trouve, hyper inspirant pour des futures mamans qui voudraient se préparer pour un premier. Donc vraiment, merci pour ce chouette partage voilà, que bah, tu nous as partagé justement aujourd'hui. Eh ben, merci à toi et je pense que ton podcast n'a jamais aussi bien porté son nom que pour mon histoire parce que franchement, j'ai kiffé mon accouchement. C'était le kiff. Et bah, je suis super contente de l'entendre. Ça va être, je pense, le podcast le plus long que je vais mettre. Bah écoute, c'est à défaut d'avoir accouché super vite, Ouais, limite, le podcast sera plus long que ton accouchement. ça, c'est ça. Mais Non, ouais, mais non, top, c'était. c'était génial. C'est génial de Ouais. t'entendre. Et comme je te disais, c'est hyper inspirant. C'est vraiment le genre de récit que j'ai envie de partager pour montrer aux femmes que, Mm. ouais, c'est possible de kiffer son accouchement, c'est possible que ça se Ah, mais passe bien, complet, hein. vite. Et j'ai qu'un seul regret, c'est que ça a été si vite en fait. J'ai Ouais, envie que ça recommence, tu vois. Moi, on me dit, bah là, on recommence, on y va. Ah, mais je signe direct, quoi. ouais, ouais, c'est top. Franchement, Ouais. c'est hyper Ok. rassurant d'entendre ça. Parce qu'il y en a plein Ouais, qui ouais, disent, ouais. mais jamais je vais y retourner. Bah là, de se dire, si, ça peut être un moment kiffant et que ça peut être bien vécu, on en garde un bon souvenir et que, ouais, on vive bien les choses, c'est top. Donc, Mm. comme quoi, c'est vraiment important de diffuser des témoignages positifs. Mm. Ouais, on nous matraque avec le négatif et tu feras C'est ça. partie de ces femmes qui montrent que c'est possible d'accoucher autrement. Bon, en tout cas, merci à toi, c'était vraiment top et j'adore, enfin, je continue vraiment d'adorer ce que tu fais et de suivre ton travail. Et ben, merci à toi en tout cas. Et puis bah, tu passeras le coucou aux filles de la team si vous êtes Ah encore bah sur le avec groupe. Du plaisir. coup, tu leur passeras Ah un bonjour bah de ma part. évidemment, Olivier. Et, Évidemment, et bah, tu leur diras bonjour de ma part. avec grand plaisir. Et ben merci Merci à toi. Amandine.